Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ces cours. Alors, la dernière fois, vous avez vu que j'avais consacré beaucoup de temps aux définitions, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé, mais c'était important pour qu'on lance bien notre débat durant ces 8 leçons. Donc, du coup, je vais reprendre une partie de ce qui avait été prévu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va traiter effectivement la biodiversité avec les grandes crises d'extinction et on ira jusqu'aux prémices de la domestication, si on attend de tout faire. Donc, je repasse quelque chose que je vous avais montré. On va commencer par un peu de physiologie. Ça, c'était la dernière image que je vous ai montrée la dernière fois en vous disant, voilà, on a vu que la vie est apparue dans l'océan, au départ avec des procédures très simples de clonage, de scissiparité, de cellules qui se divisaient en 2, en 4, en 8, etc. Qu'ensuite, des grands événements sont passés dans cet océan. Et lorsque la vie sort des océans, ce qu'on va voir là maintenant, en fait, effectivement, tout est déjà en place. La seule question, on va le voir, c'est de la physiologie. On va faire un peu de physiologie pour commencer, ça c'est mon métier de base. C'est effectivement comment on peut échapper à un milieu aquatique, salé, pour en sortir, aller vers les continents, également vers les eaux douces. Donc je vous avais dit simplement en vous quittant la dernière fois que ce milieu littoral que vous connaissez bien, c'est en même temps le reflet de votre sang. Et du mien aussi, je ne suis pas un extraterrestre, on a le même sang. Ce qui veut dire que quand on regarde les compositions ioniques du milieu littoral, c'est le sang humain. Et je dis souvent aux gens, vous savez, quand je combats l'arrogance d'Homo sapiens, ça c'est mon combat perpétuel tous les jours en permanence, c'est ça. Nous sommes un fragment, justement, de l'histoire du vivant. Quand la vie sort des océans, on est vers... Alors, pour les cyanobactéries, qui sont aussi, comme elles étaient les premières à avoir apparu dans l'océan, elles sortent de l'océan vers à peu près 1 milliard d'années. Et la vie métazoaire élaborée, ce qu'on connaît, les animaux, les végétaux, on est vers 440-445 millions d'années. On a très beaux gisements en ce moment au Vietnam sur lesquels on travaille, les collègues du muséum là-dessus. Alors, ça c'est un petit schéma qui vous montre que le vivant, c'est de l'eau. Je vous l'avais raconté aussi, j'avais passé une belle image la dernière fois, aussi à la leçon inaugurale, où je montrais ce désert chilien qui, en recevant de l'eau tous les 12 ou 14 ans, fleurit pendant 3 semaines, et puis repart vers l'aridité extrême durant encore 12 ou 14 ans. Ça vous montre les contenus en eau des êtres vivants. Je vous ai mis ici des vers jusqu'aux humains. Donc tout ce qui n'est pas noir, c'est de l'eau. Donc vous voyez que même pour des espèces qui ne sont pas trop hydratées, il y a quand même toujours beaucoup plus d'eau que d'autres choses. Et je vous disais, l'eau, c'est la vie. La première molécule du vivant, bien avant tout le reste, c'est l'eau. Il n'y a aucune cellule vivante qui n'est pas faite d'eau. Alors, je vous ai mis ici des cas assez extrêmes. Je vous ai mis par exemple ici des méduses marines. Elles sont faites d'environ 98% d'eau. Il n'y a pas grand-chose qui n'est pas de l'eau. Et je vous ai mis ici des cas comme les tuniciers. Ça, c'est une larve de tunicier, ce qu'on appelle les acidies, les violets en pays méditerranéen. Et je vous ai mis ici des images d'un groupe qui est assez fascinant, qu'on appelle les tardigrades, qui est tout à fait particulier. C'est un des groupes qui est le mieux capable au monde de résister au système extrême. Il arrive à se déshydrater lorsqu'il n'y a pas assez d'eau ou qu'il fait trop chaud. C'est fabuleux. Il perd ses pattes, sa tête, il devient une graine. Je parle d'un animal. Le voilà adulte, là. Un joli petit ourson à 8 pattes, comme ça, les tardigrades. Ils vivent partout, dans les mousses, dans l'eau de mer, dans l'eau douce. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et cet animal, en fait, lorsqu'il est confronté à des périodes très difficiles, se met en stand-by. Il peut garder que 15% de son eau et passer des siècles. Il attend. Et lorsque les conditions reviennent effectivement compatibles avec du vivant, il repart. Et puis, il peut très bien, par la suite, bien sûr, se reproduire. Donc, vous voyez que cette histoire de l'eau est fondamentale. Et bien sûr, l'eau est le solvant biologique universel de l'histoire de la vie sur cette planète. Alors, on me dit souvent, est-ce qu'on peut imaginer une vie sans eau? Non. Ailleurs, peut-être. Si on trouve une molécule très proche de H2O et qui peut jouer ce rôle, on peut très bien imaginer effectivement ailleurs une vie peut-être, mais avec quelque chose qui va quand même ressembler à de l'eau. C'est la base même du vivant tel qu'il s'est constitué sur la Terre. Alors, ça, c'est la cellule initiale de l'océan ancestral. À partir des bactéries, on avait dit, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, vous avez l'eau de mer qui est à l'extérieur. 3 compartiments. Ici, nous sommes à 2 compartiments. Nous, on a les milieux au sein de nos cellules et on a les milieux en dehors de nos cellules qu'on appelle le milieu intérieur de Claude Bernard, si cher ici au collège, qui est un milieu extracellulaire. Donc, on a le sang, le liquide céphalorachidien, la lymphe, ça c'est l'extracellulaire, et ce qui est dans les cellules. Et donc, effectivement, quand vous regardez en fait, la pression osmotique, la salinité développe des pressions, c'est forcément la même quand on est séparé de l'eau de mer par des membranes biologiques. Donc vous avez ici l'eau de mer complète, avec sa composition, je vous l'ai dit, depuis très très longtemps, 100 millions d'années, très stable, partout la même. Ces fameuses 11 millimoles de potassium que j'avais évoquées la dernière fois. On va les retrouver au niveau des liquides extracellulaires, du milieu intérieur, et puis dans la cellule aussi.
la pression, c'est la même. Par contre, la composition change. Vous voyez qu'on va concentrer les chlorures et le sodium de l'eau de mer dans le milieu extracellulaire, hein, le sang par exemple, si vous voulez, alors que c'est le potassium qui va jouer le rôle important au sein de la cellule. Et cet échange NAK est fondamental depuis les origines du vivant. Il est la base même de la transmission de l'influx nerveux, par exemple, hein, avec ces phénomènes de polarisation, dépolarisation, polarisation, dépolarisation en permanence qui permettent la transmission de l'influx nerveux. Et la mort, c'est ça. La mort, en fait, ça va être quoi? Ça va être l'équilibre thermodynamique d'une cellule. Hein. Tout va s'équilibrer. Ça ne fonctionne plus. Il faut de la dynamique, il faut de l'énergie pour faire tout ça. Donc ça, c'est la cellule initiale. C'est toujours comme ça. Le problème de ces cellules-là, c'est que si je les amène vers le milieu côtier et qu'elles s'approchent du milieu en fait, dessalé, de l'eau saumâtre, le problème, c'est qu'il y soumet des lois physiques qui sont des lois de l'osmose, ce n'est pas de la biologie. Hein. Et dans ce cas-là, par ces lois physiques, l'eau qui est moins salée va rentrer dans la cellule pour la diluer. Et si je prends un globule rouge humain, c'est très classique, hein, que je le mette dans un verre d'eau douce, il éclate. Et vous avez votre eau qui est toute rouge, bien sûr. Alors en mer, c'est l'inverse, bien sûr, la cellule va se déshydrater, va se ratatiner. On a eu des cas fabuleux. Bon, bien sûr, les physiologistes ils font des manips comme ça. Vous prenez une carpe qui est incapable de vivre en eau de mer, je la mets en eau douce, et si j'y vais jusqu'au bout, en 6 heures, elle a perdu plus de la moitié de sa masse. Alors évidemment, c'est une cure d'amaigrissement qui est mortelle. Hein. Elle ne va pas survivre à un traitement comme celui-ci. Donc, pour qu'on puisse s'approcher de l'océan, du continent, il a fallu autre chose. Et en fait, c'est un système inventé par hasard, sans aucun dessin intelligent, comme je dis souvent, chez des groupes animaux qui sont les crustacés, et puis les vertébrés. Et voilà pourquoi ce sont eux qui vont sortir les premiers de l'océan. Souvent, on pose la question, pourquoi la vie sort de l'océan? Il n'y a aucune réponse scientifique à une question comme ça, c'est de la religion. Hein. Pourquoi elle avait envie de sortir? Hein? Il n'y a pas une bête marine qui sort la tête de l'eau, qui regarde des beaux écosystèmes sur les continents, en plus il y a des grosses dents qui la poussent par derrière pour qu'elle sorte, ça ne se passe pas comme ça du tout. Pensez à une méduse. On parle des méduses marines, des milliards de fois depuis que les méduses sont là, il y a 850 millions d'années, elles sont rejetées par une vague sur la plage. Et puis s'il n'y a pas une vague salvatrice qui va la récupérer dans les minutes qui suivent, eh ben, elles se dessèchent et elles meurent sur la plage, bien sûr. Alors que là, ça va être assez différent. Donc il y a deux grandes stratégies chez les animaux, ceux qui sont effectivement pas beaucoup salés quand l'eau n'est pas beaucoup salée, moyennement salés quand l'eau est moyennement salée, et salés quand l'eau est salée, on les appelle les osmoconformes, hein, sont tout ce qui est vivant depuis les premières bactéries jusqu'aux crustacés. Les algues marines, bien entendu, les homards sont pareils, les vers marins, les mollusques, quand vous mesurez leur sang, c'est un Anglais qui s'appelait Smith, en fait anglais pour faire des manips comme ça. Il mangeait cru, il était en vacances à Deauville dans les années 1930, il goûtait, il mangeait tout ce qui existait comme animaux, il les goûtait. Il se rendit compte que les animaux d'eau douce étaient beaucoup plus fades que les animaux marins. Il mettait en évidence le fait, justement, ce système particulier de régulation où on a la même salinité que l'eau de mer, que l'eau saumâtre, que l'eau douce, sans grande demande d'énergie, puisque les grayons n'existent pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer chez les crustacés? C'est un système comme le nôtre aujourd'hui qui fait que, quelle que soit la salinité extérieure, eh bien, le sang ne bouge pas. On garde la pression osmotique qui est prévue aux environs de 300. L'humain, c'est 302, c'est ultra strict. On a 302 milliosmoles. Si ça bouge un tout petit peu, ça ne va pas bien du tout. Moi, je m'intéressais, avec des amis médecins à un moment, aux types qui vont boire des bières le samedi soir. Là. Mais le type, il est capable de boire, en Allemagne, il buvait 3 litres de bière. Et je me dis, mais la pression osmotique du sang doit changer. Pas du tout. En fait, il passe son temps aux toilettes. En fait, hein. Donc ça rentre par un côté, ça sort par un autre, et surtout, il ne va pas diluer son milieu intérieur, ce qui se passerait, bien sûr, si en permanence, il n'y a pas de système de régulation. Donc je vous ai mis ici une crevette ou un saumon, qui sont des animaux qui ont réussi justement à jouer différemment. Et ça, c'est la clé du système, je vous l'expliquais. Alors en mer, qu'est-ce qui se passe? On a la même salinité que l'océan, la même pression osmotique. Les méduses marines, c'est de l'eau de mer. Les requins sont un peu différents. Ils ont aussi une pression osmotique qui est celle de l'eau de mer, mais qui est faite différemment par de l'urée. C'est une stratégie différente. Quand vous mangez du requin ou de la raie, ça n'a pas les mêmes goûts qu'un poisson classique que vous connaissez bien. Hein. Donc ils maintiennent cette 1050 milliosmoles par ces phénomènes d'urée, des facteurs osmotiques de l'urée. Deuxième système, c'est les poissons osseux que vous avez ici. Tous les poissons que vous connaissez, eux, sont tous, comme vous et moi, moins salés que l'eau de mer. Ils sont entre 300 et 400. C'est un peu plus poétique que chez l'humain, où c'est très fixé. On appelle ça l'homéostasie en physiologie. Hein. C'est le fait de garder nos constantes de façon forcenée. C'est génial pour les enzymes et pour le fonctionnement. Ça coûte très cher en énergie. Hein. Alors, chez les poissons, on est entre 3 et 400. Et donc, ce qui se passe, comme ils sont moins salés que l'eau de mer, ben, le milieu est classique. Comme ils ont une branchie où il n'y a pas de peau sur la branchie, il a une grande surface d'échange, on a calculé, hein, les poissons, ils ont à peu près de l'ordre de 0,2 à 1 mètre carré de surface intime d'échange entre leur sang et l'eau de mer par kilo de masse corporelle. Je prends un poisson d'1 kilo, il a 1 mètre carré d'échange, intime. Hein. Nous, en humain, à peu près, on a 10 mètres carrés par kilo.
d'alvéoles pulmonaires au niveau du poumon. Les records chez les poissons sont les thons, qui sont fabuleux. C'est les plus grands chercheurs d'oxygène, mais ils sont capables d'atteindre des vitesses de 140 km/h dans l'eau. Vous imaginez ce que c'est, hein? Le plus rapide terrestre, le guépard, il court à 110. Les grands thons, les grands marlins, 140, malgré la viscosité et la densité de l'eau de mer, hein. Donc ils sont des grands demandeurs d'oxygène, ils ont des surfaces à 1,35, pas très loin finalement de ce qu'on pourrait aimer chez les mammifères. Il y a une grosse différence, c'est qu'ils ne thermorégulent pas, bien sûr, hein. Comme on le fait nous. Les thons sont très différents, ils sont entre les deux, et ils ont une thermorégulation particulière. Donc je reviens ici, donc eux, comme ils sont dans un milieu plus salé que leur organisme, comme ils ont une branchie, sans arrêt, l'eau quitte ces poissons pour aller dessaler l'eau de mer. Et la seule façon de réagir, c'est clair, c'est d'aller effectivement en permanence boire de l'eau de mer. Donc un poisson marin, depuis les origines, l'eau s'en va par la branchie, il compense en buvant de l'eau de mer. Jusque-là, ça va, en équilibre en eau, mais le problème, c'est qu'il boit de l'eau salée. Et le rein chez les poissons s'avère incapable de rejeter les sels à plus de 200 millimoles. Donc c'est la branchie en permanence chez ces animaux qui va chercher ces sels dans le sang et qui va les rejeter contre le gradient vers l'eau de mer, et ça coûte beaucoup d'énergie. Et donc ça, c'est très intéressant à regarder. Alors, en eau douce, c'est l'inverse. Le poisson est plus salé que l'eau douce, et c'est l'inverse dans ce cas-là. Ce qui va se passer en eau douce, c'est que sans arrêt, ce poisson est envahi en fait par l'eau de la rivière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne boit pas du tout, et il fait pipi en permanence. J'avais fait le calcul un jour avec mes étudiants en disant, voilà, parce qu'on a fait des petites manips, on faisait ça à Nice à l'époque quand je travaillais avec Brahim Lalou, on mettait des petits sacules à la sortie de la vessie des poissons et on mesurait leur volume d'urine. J'avais calculé que pour un humain, on ferait à peu près 100 litres d'urine par jour. Donc on ferait la conférence aux toilettes, vous voyez un peu. Donc en eau douce, c'est l'inverse. Sans arrêt, l'animal d'eau douce est envahi par cette eau par la branchie et il la rejette par l'urine. Et ils sont même meilleurs que nous, les poissons, parce qu'ils sont capables d'aller chercher dans une rivière des sels. Nous, pour avoir des sels, il nous les faut. Pour garder cette pression osmotique constante à 302, il nous faut manger du sel, bien sûr, modérément, juste ce qu'il faut. Eux, ils sont capables d'aller chercher dans la rivière sans passer par l'aliment. Ils sont capables dans une rivière d'aller pomper des sels. Une rivière, ce n'est pas de l'eau distillée. Alors, bien sûr, encore, nous, les physiologistes, on a fait les manips. Moi, j'ai mis des poissons en eau distillée. Ils sont horreur de ça. J'aime pas du tout. Parce qu'ils pompent comme des malades dans un truc où il n'y a rien à pomper, en fait. Et ça finit par leur causer quelques soucis. Quatrième système, c'est le milieu terrestre, qui est assez fabuleux. Là, je vous ai mis un des cas extrêmes, c'est le petit rat kangourou. Il n'a jamais d'eau liquide à boire à disposition. Alors, la nuit, bien sûr, il est dans le désert, il se cache dans son terrier pendant la journée. Toute l'eau qu'il va obtenir est uniquement une eau métabolique, l'eau des aliments qu'il va consommer, qui ne sont pas très hydratés, c'est des cactées, et puis, bien sûr, l'eau métabolique qu'il produit. Et il est capable, ce petit animal, de rejeter une urine qui fait 9 fois la salinité de l'océan. C'est des cas physiologiques absolument extrêmes et très intéressants. Il a un nez particulier, comme les dromadaires aussi. Lorsqu'il expire, lui, il n'y a pas d'eau du tout. Tout est conservé en fait, par un système dans le nez qui va conserver l'eau. Le cacao, c'est de conserver de l'eau, très peu d'urine. Les poissons marins sont capables de rester des jours sans uriner. Vous imaginez chez un humain ce que ça créerait. Moi, j'ai vu des cas de truites, après un transfert en mer, elles restaient 2 semaines en anurie complète, pas d'émission d'urine. Donc tout ça, c'est le système que le vivant a utilisé pour sortir. Alors, je prends un cas particulier qui m'a beaucoup intéressé. J'ai travaillé 18 ans sur ces questions particulières. C'était sur la question de la prévision des migrations des saumons, qui sont assez intéressants. Je travaillais sur l'Allier à l'époque, à 1000 km de l'océan. Vous avez des petits poissons qui sont parfaitement adaptés à leur rivière. Et un jour, ils ont une étrange idée fixe, c'est de descendre 1000 km de rivière, d'aller toucher la salinité à Saint-Nazaire pour toucher l'océan Atlantique, d'aller faire 6000 km pour aller au Groenland et de revenir exactement à l'endroit duquel ils étaient partis 3 ans auparavant. Et donc on a beaucoup regardé ça au niveau de la salinité, ça m'intéressait beaucoup, et on avait mis en évidence, nous à l'époque, ça a été mes travaux de thèse, qu'une enzyme qui s'appelle la NAK-ATPase, qui est le transporteur de sodium et de potassium, justement, c'est très lié à l'eau de mer, cette histoire. L'eau de mer, c'est du chlorure de sodium, avec ses 11 millimoles de potassium. L'animal, en permanence, il échange un sodium contre un potassium. Et grâce à ça, cette enzyme, elle augmente dans la branchie et prépare le poisson à partir. Ça se passe ça avant la migration. Quand il est rendu au top niveau, il part. Comme je l'ai conservé ici en pisciculture après le départ, ça régressait pendant l'été et ça repartait à nouveau à l'automne. On passait par des rides et c'est merveilleusement calqué sur les équinoxes. Très joli. 1 mois après l'équinoxe, j'ai mes pics d'enzymes. Bon, c'était à l'époque les papiers qu'on a produits, c'était ça un petit peu. Et puis après, j'ai regardé les hormones qui contrôlaient ça, bien entendu. Toute une série d'hormones très intéressantes. Je travaille beaucoup sur le cortisol, sur l'hormone de croissance, sur la prolactine, les hormones de la glande thyroïde. Et là, on montre qu'au moment de la migration du saumon, il se passe des phénomènes. C'est une véritable métamorphose. On peut vraiment comparer au tétard et à la grenouille. Quand ce petit poisson qui est là, qui est d'eau douce, devient le smolt, c'est fabuleux.
Ces poissons ont exactement la même histoire. Ils viennent du même bassin, ils sont frères et sœurs. Celui d'en bas partira en mer, celui d'en haut va encore attendre une année avant de partir. Donc il y a vraiment toute une métamorphose physiologique qui le prépare à partir, et quand il est prêt, il s'en va. Et lui, il sait, bien sûr, quand il s'en va, il sait qu'il est prêt. Alors que les éleveurs dans le monde entier ne savent pas comment faire. Ils ont des poissons en eau douce, quand est-ce que je les mets en mer? C'est la question qu'on me posait en permanence à l'époque. C'était très important au niveau des impacts sur l'aquaculture, parce qu'aujourd'hui, le saumon atlantique, quand j'ai commencé, moi j'avais 18-20 ans, il y avait 12 000 tonnes de pêche de saumon atlantique sauvage dans le monde. 12 000. Aujourd'hui, c'est 3 500. Ils s'effondrent, ces pauvres saumons atlantiques. Et en élevage, c'est 2 millions de tonnes. J'ai vécu les premières tonnes en Norvège dans les années 79-80. On faisait 400 tonnes de saumon d'élevage. 2 millions aujourd'hui. La Norvège, toujours, l'Écosse, le Chili, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on les a introduits. C'est surtout aujourd'hui la trilogie Norvège, Écosse et Chili, où là, on produit au Chili, dans l'hémisphère sud, dans l'océan Pacifique, le saumon atlantique. On commence à poser quelques questions, effectivement, au niveau des aspects éthiques. Donc, on avait suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et on s'était intéressé au deuxième transporteur, puisque l'eau de mer, c'est NaCl. Et là, on travaille sur le canal chlore, le CFTR. Et le canal chlore, il est assez intéressant pour les physiologistes et les médecins. Cette molécule, lorsqu'elle est mutée, déclenche chez les enfants la mucoviscidose. Il manque en position 508 sur une protéine qui fait 1480 acides aminés, une phénylalanine qui manque. Manque de chance, c'est un lieu très important pour la maturation de la protéine, pour se fixer sur... Et donc, eh bien... La mucoviscidose, c'est terrible. Le gamin commence par ne pas digérer son lait, ça c'est facilement, on peut travailler dessus, mais après il a des graves problèmes, bien sûr, hydrominéraux, puis des problèmes de respiration. Et ça se termine par une greffe cœur-poumon à 25 ans, cette histoire-là. Et ça m'a beaucoup intéressé, comment un transporteur de chlore, qui est totalement lié à la vie dans l'océan, muté chez l'humain, déclenche une maladie comme celle-là, qui est la maladie la plus classique. En France, là dans la salle, il y a un porteur sur 20, qui est muté sans avoir le phénotype de la maladie. Il est hétérozygote, mais ça veut dire qu'il peut transmettre effectivement le problème à sa descendance. C'est 16 en Bretagne, il y a beaucoup chez les Bretons de mucoviscidose, chez les Indiens d'Amérique du Nord aussi. Donc on avait regardé un petit peu ça, et effectivement ça a super bien marché, parce qu'on a retrouvé cette molécule de façon très importante dans les glandes rectales de requins, et puis également dans les branchies de saumon, j'ai travaillé là-dessus, et on montrait très bien que selon le type de mutation sur le gène du CFTR, on expliquait la sévérité de la mucoviscidose. Il y a plus de 1000 mutations qui expliquent la maladie, avec des cas plus ou moins forts. D'ailleurs, les cas les plus forts, simplement, le bébé ne naît pas, la maman va avorter naturellement auparavant. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer des relations. C'est une image de branchie. Là, c'est la transition entre l'eau et l'organisme. Là, vous avez l'eau de mer. Là, vous avez les cellules respiratoires. Là, vous avez les grosses cellules à chlorure qui sont les transporteurs d'ions. C'est là que se trouve le CF et puis, bien sûr, la NH4-TPase. Et ça permet aux poissons d'osmoréguler en rivière ou en mer. Voilà un exemple particulier. Alors, l'histoire, donc, on sort des océans maintenant. Parce qu'on n'a plus la même pression osmotique que l'eau de mer, on peut sortir. Pensez au crabe chinois que j'évoquais l'autre jour à l'émission inaugurale. C'est fabuleux, le crabe chinois. Quand on parle de physiologie de l'extrême, on pense à l'Antarctique, aux petits rats kangourous dans le désert. Non, un crabe chinois tout bête qui court sur la côte, c'est génial. Il court dans l'eau de mer, il sort, il court sur la plage, il va dans l'eau saumâtre, il adore ça, c'est son sang de toute façon. Après, il va en rivière et il grimpe aux arbres. Et ça c'est la clé de la compréhension du système qui permettra à la vie de sortir de l'océan. D'ailleurs, il n'ira pas directement de l'océan à l'eau douce. Il peut très bien passer de l'océan à la terre et après aller à l'eau douce. Tout a été possible. Alors, par contre, ce qui est très clair, tout à l'heure je vous disais, il n'y a pas de dessin. Ça s'est passé, pas une seule fois, je parle les sorties de l'océan, ça s'est passé plein de fois, en différents endroits, à différentes époques, sous des formes différentes. Mais alors, par contre, si je ne peux pas répondre à la question pourquoi la vie sort de l'eau, je peux répondre à la question pourquoi au début, il n'y a que les arthropodes et les vertébrés qui peuvent le faire. Et ça, c'est super intéressant. C'est pour les raisons que je viens d'évoquer. Et plus tard sortiront les mollusques. Ça m'intéresse beaucoup. Les escargots. Parce qu'en fait, quand vous comparez les faunes marines et terrestres, elles sont bien différentes. On fera une leçon sur l'océan. Je vous montrerai que la biodiversité de l'océan est très différente de la continentale. Ce n'est pas les mêmes groupes. Il y a beaucoup moins d'espèces, on l'avait dit. Ce n'est pas les mêmes groupes. Le triomphe sur les continents, c'est les arthropodes, les insectes. Plus d'une espèce sur deux décrite aujourd'hui, ce sont des insectes. C'est extraordinaire. Où qu'on aille, on va à Madang en Papouasie, on va en Patagonie, on va au Cameroun, on va au Congo, partout, 55% de ce qu'on trouve, ce sont des insectes. Très grande réussite, bien sûr, entendu. Et chez les insectes, ce sont les coléoptères qui ont réussi. Et je vous le disais l'autre jour, aujourd'hui, sur les 2 millions d'espèces connues, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces.
vivantes décrites. Virus, bactéries, protozoaires, champignons, végétaux, animaux, un peu plus de 2 millions. Et là-dessus, effectivement, il y a à peu près 400 000 coléoptères. C'est-à-dire qu'une espèce sur 20, c'est un coléoptère. Ce qui faisait dire à Haldane, il disait, si Dieu existe, il aime les coléoptères. Ça, je suis d'accord avec lui. Ça. Donc on sort, sous des formes qui ressemblent à ce qui est actuel, hein, des scorpions, des 1000 pattes. Mais quelles 1000 pattes? Des 1000 pattes de 2,50 m. Hein. Des scorpions de 2,50 m. Hein. Il n'y avait pas de pression de prédation par des grands vertébrés dans les forêts du Carbonifère ou de la fin du Dévonien. On est très gros, je vous rassure, ils ne passent pas la troisième grande crise d'extinction. Hein. Ils n'iront pas plus loin, ces bestioles-là. Mais ça explose dans les forêts du Carbonifère. Donc la vie, c'est l'océan, on passe à la forêt, et on va arriver plus tard, justement, à la cité. Alors ça, c'est un travail récemment publié que j'ai trouvé très intéressant dans Nature il y a 2 ans. C'est en fait les ancêtres des arthropodes. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même le groupe qui a le mieux réussi sur la Terre, les arthropodes. Puis marins et terrestres, ce sont les crustacés. Hein, vous connaissez aussi il y a des crustacés aussi terrestres. Hein, vous connaissez bien les cloportes, par exemple, hein, les animaux comme ça. Les puces hein, qui sautent, pas les puces, mais les puces de plage, hein, sautent sur la plage. Tout ça, c'est effectivement sont des crustacés. Et puis vous avez l'énorme explosion, les chélicérates, les araignées, les scorpions, les 1000 pattes, et puis les insectes, bien entendu. Et ça, ce sont des bestioles qui sont à la transition. C'est les pré-arthropodes, on est au Cambrien, on est vers 520 millions d'années. Un très beau fossile trouvé en Chine récemment, et très étrange ici, regardez, il a 6 paires de pattes, là, hein. Très, très, très curieux, très beau fossile, qui nous raconte l'histoire justement du passage à des choses ancestrales qu'on connaît mal. Je vous ai dit, la fossilisation, en fait, elle est belle depuis la faune de Diacara, on est à 600 millions d'années. Avant, il n'y a pas de cuticule, il n'y a pas de carapace, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de chitine, il n'y a pas de sclérotine, les fossiles sont quand même très discrets. Tout est mou. Hein, donc on a des traces, on appelle la bioturbation, on a des traces de fossiles, hein, on voit des traces dans des sables, il y a des bestioles, mais on ne sait pas qui les a laissées, bien sûr. Alors maintenant, on est beaucoup à la recherche, avec ces travaux-là, de la recherche de signatures géochimiques de roches antécambriennes, à 2 milliards d'années, 1 milliard d'années, qui nous renseignent sur le type de vie qu'il y avait. Parce que c'est clair que cette planète, elle est d'abord sa signature, c'est la vie. Hein, je raconte souvent ça. On connaît au muséum, on a à peu près 4400 espèces minérales différentes. Hein, de l'or, du platine, du plomb, du quartz, du zinc, tout ce que... 4400. Les 2 tiers n'existeraient pas sans le vivant. Donc les relations vivant-inertes sont fondamentales. Hein, quand on disait à un moment, nous ne sommes pas faits des mêmes atomes, des mêmes molécules, on est vivant, on raconte des histoires, bah si, pourquoi est-ce qu'on a de l'iode ici? Toute mon iode, elle est dans ma glande thyroïde, vous aussi. Là, hein. Si ce n'est pas une histoire marine, dites-moi ce que c'est, un petit peu ça. Hein. L'iode est un atome exclusivement marin. Et un jour, le vivant a utilisé 1, 2, 3, 4 atomes d'iode pour faire effectivement une molécule qui sont les hormones thyroïdes, la M1, la M2, la M3 et la 4. Hein. Il y a une monoiodothyronine, il y a une 2, il y a une 3 et une 4. Et l'humain, dans son sang, en produit 2, la T3 et la T4. Donc vous voyez que ce sont des histoires qui datent justement de ces époques où la vie s'organise dans l'océan. Et c'est extraordinairement important. Hein. Sans hormones thyroïdiennes et sans iode, bah, vous ne vous développez pas, il n'y a pas d'embryon qui se développe, vous ne grandissez pas. Hein, le cerveau ne mature absolument pas, vous êtes complètement stérile. Hein, les gens qui font de l'hypothyroïdie, ce n'est pas terrible au niveau de la reproduction, pas très finaux non plus. Hein. Donc ça vous montre l'importance de ce type de molécules au cours de l'évolution. Alors ici, mon histoire se poursuit dans la forêt, de l'océan à la forêt, dans les forêts du Carbonifère. Donc beaucoup d'arbres, hein, des très grands arbres qui sont encore... Il n'y a pas encore d'angiosperme, on est bien avant. Hein. Donc vous avez des forêts un peu partout. Vers 345 millions d'années, toutes ces forêts fossilisées nous donnent aujourd'hui le charbon, bien entendu, hein, qu'on va chercher. Et cette énergie dont on parlera aussi, bien sûr, elle est là. Et ce que je dis souvent, c'est la chose à laquelle il faut réfléchir en permanence, c'est qu'en quelques siècles, hein, on propose, ce n'est pas d'imaginer s'il y aura encore du charbon pour 100 ans ou 200 siècles. Ça nous est égal à la limite. Ça, hein. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est bien fini comme ressource. Ça veut dire qu'en quelques siècles, 2, 3, le pétrole beaucoup moins. Le pétrole, on va l'épuiser en moins de 2 siècles. Eh bien, on sera capable d'aller épuiser ce que la nature avait préparé pendant des centaines de millions d'années. On a 345 millions d'années. Hein. Vous voyez que ça, il faut vraiment y réfléchir. On ne peut pas gaspiller des choses comme ça comme on le fait aujourd'hui. Faire des pistes de ski à Abu Dhabi, par exemple. Il n'y a que Homo sapiens pour inventer des trucs comme ça. Hein. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse en permanence. Donc, des grands insectes géants. Hein. Moi, je vais souvent à la typothèque du muséum, elle me fait rêver. Je veux revoir chaque fois la libellule de Commentry. Il y a une libellule qui fait 75 cm d'envergure. Alors, je caresse le bout de l'aile de la libellule, c'est magique. Hein.
Et là, vous avez des choses qui sont extraordinaires, bien sûr. Hein. On vient de retrouver dans une mine de charbon d'Avion du nord de la France, un papier dans Nature, il y a 15 jours d'ailleurs, un petit peu avant Noël, on retrouve des pré-insectes extrêmement intéressants dans une mine qui était très banale, où il reste des choses exceptionnelles à étudier. Je raconte, c'est le rôle du chercheur, ça. Hein, à partir d'objets qui apparaissent vraiment insignifiants, de raconter des histoires. Même si la chose est moche, on a dit l'autre jour, quand on parlait de la météorite d'Orgueil. Et les forêts actuelles, je vous ai mis ma forêt préférée, puisque je suis président d'une réserve naturelle dans les Pyrénées qui s'appelle la forêt de la Massane, près d'Argelès-sur-Mer, où on a là le principal hotspot d'Europe. Hein. On a 337 hectares, c'est une petite réserve, hein. Je la garde comme la prunelle de mes yeux, et pourtant j'ai découvert récemment qu'il n'y avait pratiquement plus un arbre vers les années 1850, parce que les femmes de Collioure montaient là-haut pour faire du charbon de bois et ramenaient, c'est les femmes qui ramenaient ça sur le dos. Hein. La Massane-Collioure, on passe du niveau de la mer quand même à 800 mètres là-haut, hein, puis c'est pas ça, par des petits chemins. Aujourd'hui, on a le principal hotspot d'Europe. Ça veut dire que finalement, ça donne un petit peu d'espoir hein, sur une régénération possible de la nature. La forêt est revenue, elle n'est pas primaire. J'ai les plus beaux êtres qui existent. On n'a pas coupé un arbre à la Massane depuis 1890. Il n'y a pas de coin équivalent en France. Et aujourd'hui, je suis rendu à 7500 espèces vivantes, parce qu'on fait des inventaires, sur 337 hectares, ce qui est le record en Europe. Le Mercantour est mieux, mais il est plus de 1000 fois plus grand. On a passé la 10 000e espèce du Mercantour récemment. Donc vous voyez que tout ça, c'est pour vous expliquer que ça se régénère. Je vous ai mis ici la forêt de Bundi, c'est le dernier refuge des gorilles de montagne, ici, entre le Congo et l'Ouganda, où l'on peut peut-être trouver 50 000 espèces par kilomètre carré. Tout ça part, c'est la guerre au Congo, c'est terrible en ce moment. Là, on était au Centrafrique sur les Congos. Vous avez vu le Centrafrique aujourd'hui? Donc on est passé au sud. Là, mes étudiants, mes chercheurs, maintenant, ils sont au sud, ils sont au Congo, à quelques kilomètres de la frontière avec la RCA, parce que les gorilles de plaine, cette fois-ci, ils passent dans les deux pays. Il reste 100 000 gorilles de plaine, il reste, allez, 800 gorilles de montagne, maximum. Là, je vous ai mis la Guyane, qu'on aime beaucoup, on travaille beaucoup, et la station des Nourags du CNRS ici, et je vous ai mis ici une forêt de gymnospermes ici au Canada. Donc tout ça, effectivement, ce sont des richesses extraordinaires. J'y reviendrai quand on parlera de la biodiversité continentale dans 2 leçons. Alors, la vie est très plastique. Je vous dis, la vie sort de l'océan. Donc on a vu un petit peu comment ça s'est passé, mais elle peut repartir à l'océan. Et un des plus beaux cas, ce sont les baleines, ce sont les cétacés. Je vous ai mis ici un crâne de Mésonyx, et je vous ai mis un dauphin actuel. Ça, c'est l'évolution sur 35 millions d'années. C'est Christian de Muison, qui est le spécialiste des baleines au muséum. Il nous dit, en fait, pour faire une baleine, qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez quelque chose qui ressemble un peu à une loutre, comme ça, ou à un chien. Hein. Vous mettez les doigts dans les trous de nez, vous les ramenez les trous de nez au sommet du crâne, et vous avez fait une baleine. Et c'est à peu près ce qu'a fait le bricolage de l'évolution sur 35 millions d'années, avec bien sûr les évents sur le sommet du crâne, comme ça. On ne sort pas la tête de l'eau, on reprend de l'oxygène et on redescend. N'oubliez jamais la différence entre les poissons et les baleines. Les baleines sont comme vous et moi. Hein. L'oxygène, on va le chercher en surface. Ça, c'est une question fondamentale. Si je prends un équilibre entre de l'eau de mer et de l'air, pour le même volume, j'ai à peu près 30 fois moins d'oxygène dans l'eau de mer que dans l'air. Et les animaux aquatiques ont autant besoin d'oxygène que nous, donc c'est considérable. Sans arrêt, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et on ne peut pas avoir une trop grande surface d'échange, tout à l'heure je vous l'ai dit, parce que si elle est trop grande, aïe, problème d'aisselle dans l'océan et on perd son eau. Donc c'est très subtil tout ça, et ça marche depuis des centaines de millions d'années. Hein. Mais sans arrêt, l'animal aquatique est dans un système où il n'est pas en train obsédé par ça, mais sa physiologie, effectivement, est sans arrêt contrôlée. Alors que nous, ici, ce matin, on est ravis d'être ensemble, hein, c'est bien, c'est sympa, on échange, on n'est pas stressé du tout, on ne se rend même pas compte qu'on respire, hein, sauf si on a des problèmes pathologiques. Dans l'eau, ce n'est jamais le cas, hein, parce que ça varie en permanence en plus. Ici, on a 21% d'oxygène dans l'air, c'est là depuis le Crétacé, depuis au moins 100 millions d'années. Quand on va en altitude, en proportion, c'est la même, mais ça diminue, bien sûr, en valeur absolue. Alors voici comment ça évolue. Les ambulocétus du Pakistan, les pachyscetus, les rhodocétus, 55, 53, 47 millions d'années, 38 millions d'années. Un grand archéocète qu'on a trouvé au Pérou, qui est maintenant exposé dans la grille de l'évolution au muséum, qui lui est à 17 millions d'années, jusqu'au dauphin actuel. Ça, c'est l'histoire des cétacés. Et comment ils sont revenus à l'océan? Parce que le problème des cétacés, c'est qu'en fait, d'abord, ils n'ont pu repartir à l'océan qu'après l'extinction physique des grands lézards marins. Il n'y a plus de grands lézards marins. Il n'y a plus de mosasaures, ils sont partis. Et on voit en 10 millions d'années radier, exploser les oiseaux, les mammifères, les arbres, les papillons. Donc il y a eu toute une époque en fait, où la Terre a été dominée par certains types effectivement, de taxons. Et puis, alors les dinosaures n'ont pas disparu. Hein. Je dis souvent ça aux gens, ils n'ont pas disparu. Et les oiseaux sont des dinosaures. Les oiseaux ne sont pas des descendants de dinosaures, ce sont des dinosaures, les oiseaux. Armand Duriclès le raconte souvent ici au Collège de France. Hein.
Mais les dinosaures non aviens, ceux qui n'ont pas donné les oiseaux, eux, effectivement, ils sont partis. Donc, les baleines repartent. Alors, il y a un très beau papier dans Nature qui s'appelle Walking with Whale, où il raconte que les baleines couraient dans le désert du Pérou, à Pisco, près de Sacaco, hein, dans le sud du Pérou, à la frontière avec le Chili. Ils sont repartis à l'océan grâce, sans aucun dessein intelligent. Et ils n'ont pas fait parce qu'ils allaient sortir, parce qu'ils bénéficient d'une fabuleuse invention nouvelle dans l'évolution qui s'appelle l'écolocalisation, qui n'existait pas auparavant. Hein. Ils envoient des faisceaux d'ondes sonores dans l'eau, ils décortiquent ces faisceaux d'ondes et ils sont capables de localiser un prédateur ou une proie. Et ça les renseignera sur les grands prédateurs de l'époque, qui n'étaient pas les dinosaures, ils n'étaient plus là. Mais les grands requins, il y avait des requins de 17 mètres. Hein, on a des photos de requins où en fait 8 humains tiennent dans la gueule du requin. Hein. Ils ne sont plus là non plus, hein, je vous rassure. Hein. Mais donc, c'est vrai qu'il fallait avoir... Eux sont le triomphe de l'olfaction. Les requins sont absolument incroyables. Perception de la vibration et de l'olfaction. Les baleines, non, eux, elles jouent sur autre chose. Elles jouent sur l'écolocalisation. Que feront les chauves-souris plus tard, bien sûr aussi dans l'air. Alors, l'histoire n'a pas été un long fleuve tranquille, cette histoire d'évolution, puisque avant, on ne connaît pas grand-chose. Avant, je vous ai dit, on démarre l'histoire à 600 millions d'années, parce qu'avant, on ne sait pas trop, on ne connaît pas les fossiles, c'est très vieux, ça a disparu. On démarre à 600, et on compte 1, 2, 3, 4, 5 grandes crises d'extinction. C'est pour vous dire que on n'arrête pas de dire aujourd'hui, bon, l'humain fait beaucoup de mal, et moi je le dis aussi, bien entendu, mais il faut tout relativiser. Il faut être un scientifique, doit absolument être impartial et objectif. Il s'est passé, au cours de l'évolution, des événements dramatiques pour le vivant. La 3e grande crise d'extinction, je vous la décortiquer tout à l'heure ici, elle éteint 96% des espèces vivantes marines et continentales. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Ce papier écrit en anglais dans la revue Nature, j'en avais parlé, je me rappelle, à la leçon inaugurale, s'appelle en anglais « How to kill almost all life ». Le débat est lancé, hein, comment on fait? Il raconte 6 degrés de température qui vont augmenter, des émissions gigantesques de méthane et de CO2, les hydrates de gaz marins qui relarguent aussi, bien sûr, ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Et puis on se rend compte que tout ça, c'est quand même très dangereux et que finalement, pas mal des choses qu'on voit aujourd'hui ressemblent un petit peu à ça. Toujours pareil, ce que je dis, la notion intéressante sur les crises, j'ai écrit un papier l'an dernier qui s'appelle « Que peut-on apprendre des crises du passé ?» Je pourrais vous le donner, c'est paru dans DocScience. Elles ne sont pas comparables. Aucune crise du passé n'est le modèle de ce qui se passe aujourd'hui. Mais se poser la question, ça a du sens de se poser la question. Et c'est la question de temps qui sera fondamentale à ce niveau-là, bien sûr. Combien de temps la crise va-t-elle se passer? Si c'est un impact de météorite, c'est immédiat, ça peut se passer, mais localement, pas au niveau de la planète. Par contre, ce qui est intéressant, c'est combien de temps il faut ensuite pour revenir à une diversité antérieure. C'est ça la vraie question par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et je reviens toujours à mon poète chinois qui disait « Il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, il me faut l'éternité pour la refaire. » On est vraiment dans ce domaine-là. Et ça, j'ai beaucoup de mal à expliquer ça au milieu politique. La question du temps. Je raconte toujours l'histoire, effectivement, de mon député dans les Pyrénées-Orientales qui avait ramené un jour dans son filet un morceau de bois fossile silicifié. Puis il sait que j'aime bien ça, il m'aime bien. Il me dit « Tiens, je te l'offre, Gilles, le morceau de bois, là. » Moi, c'est sympa. Il me dit « C'est très, très, très vieux. » Je dis « Oui, ça, c'est vrai que c'est très, très, très vieux. Ce morceau de bois est vraiment très vieux. » Et alors, il va faire l'effort de calculer l'âge de son morceau de bois, là. Et il me dit « Tu sais, ça a au moins, 3 fois, au moins, il va dire un gros mot, 100 ans. 33 millions d'années. C'est tout. » Et c'est là qu'est le débat aujourd'hui. Je pense que des exemples comme ça, c'est pour vous ouvrir un peu la question de la relation entre le monde scientifique et le monde de la décision. Sans parler de ceux qui avaient l'intuition dont je te parlais l'autre jour. Alors ici, on a un gisement fabuleux qui est à Meishan en Chine. On a la chance d'avoir toute la série chronologique marine d'avant la crise et d'après la crise. Ce qui est clair, c'est qu'on a très bien ici mis en évidence par les nanosondes qu'on a au muséum les contenus de l'époque. On arrive sur une roche, sur un silex maintenant, de 2 milliards d'années à retrouver une cellule. Fabuleux. On a des méthodes extraordinaires. On recalcule un paléo-pH. On recalcule une paléotempérature de l'époque. On sait à quelle température était l'océan. Et là, on montre très bien, effectivement, qu'il y a un effondrement de l'oxygène, une augmentation du CO2 dans l'eau de mer, mais aussi dans l'air. Ça se produirait, ça, aujourd'hui, j'éteins toute la faune littorale française. Donc, vous voyez que ça pue des événements qui ont pu être finalement plus violents que ce qu'on imagine. Je reviens à mon histoire ici. Alors, les crises anciennes, 5 majeures, en gros, il y en a eu 60 qu'on a répertoriées depuis 600 millions d'années. On en prend 5 qui sont importantes, à peu près une crise tous les 10 millions d'années, ça c'est intéressant pour nous aussi. Et puis ensuite, ça correspond ceci à 15% de l'histoire de la vie. Avant, qu'est-ce qui s'est passé avant, depuis les milliards d'années jusqu'à 600?
On ne saura jamais, à moins d'inventer une machine à remonter le temps, d'aller se balader là-bas, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Donc, nombre de crises, ce qui veut dire quand même, c'est intéressant pour nous, la crise, la vie peut s'adapter, la vie peut réagir. Et je vous disais l'autre jour, vous vous rappelez mon schéma avec mes paresseux et mes tatous, je vous disais, lorsque ça change, ça force le vivant à réagir. Hein, Saint-Exupéry disait, l'homme se découvre devant l'obstacle. C'est pareil, le vivant, c'est pareil. Il se découvre face à l'agression, face au changement. Quand ça ne change pas, c'est banal, c'est la routine. Hein. C'est le cas de l'océan aujourd'hui. Il y a peu d'espèces dans l'océan parce que finalement, quand vous avez un milieu qui n'a pas changé depuis 100 millions d'années, dans le noir, dans le froid, la même acidité, la même température, la même pression osmotique, pourquoi changer? Alors, par exemple, il y a une très belle hypothèse, c'est la snowball, où la Terre aurait été glacée, 4 km de glace sur tous les continents et 1 km de glace dans les océans à une époque particulière. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté. Alors aujourd'hui, c'est quand même pas mal controversé parce que des gens nous disent que si ça s'était produit, ils ne voient pas comment ça aurait pu fondre à cause des conditions de contenu en CO2 de l'époque. Alors tout ça, c'est des questions de physiciens, de géochimistes. En tout cas, c'est des hypothèses qui sont aujourd'hui pas mal travaillées. Est-ce que la Terre n'a pas été un jour entièrement glacée, quasi jusqu'au fond? Alors il y avait une vie marine, bien sûr. Sous les 1000 mètres de glace, il y avait une vie marine. On trouve des fossiles de l'époque. C'est les traces de la snowball ici, qui sont en Namibie, en Afrique, hein, où on a effectivement des traces géologiques d'un événement particulier avec un énorme épisode glaciaire qui aura intéressé la totalité du globe terrestre. C'est discuté. Histoire de la biosphère. Un long chemin pas tranquille, ça c'est clair. Hein. Le chemin c'est vraiment pas le long fleuve tranquille d'histoire, depuis 3800 millions d'années. Alors aujourd'hui, comme on annonce une crise, est-ce qu'on peut comparer justement ces crises du passé à l'actuelle? Et pour ça, je vais prendre comme exemple la troisième crise, celle qui a séparé le Permien du Trias, il y a 252 millions d'années, entre la fin de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire. D'abord, dites-vous bien que dans une crise, il y a toujours des perdants, beaucoup de perdants, mais il y a des gagnants. C'est clair que les oursins actuels, aujourd'hui, on connaît près de 700 espèces d'oursins sur la Terre aujourd'hui, hein, on les travaille bien, tous les océans, profonds, pas profonds, un peu partout, tous viennent de un genre et 2 espèces qui ont passé la crise pétée. Il n'y a que 2 qui passeront la crise. Donc vous voyez que, effectivement, les oursins actuels sont quand même très liés à ces 2 particuliers qui ont une descendance fabuleuse. Hein. Donc il y a quelques gagnants durant les époques de crise aussi, bien sûr. Ici, on vous montre un fond marin. Alors ça, c'est l'exemple Franien. On est au Dévonien ici, entre le Franien et le Faménien. On voit une crise, hein, avec un paysage de l'époque reconnaissé par une vue d'artiste, et puis après, on voit effectivement une crise, puis ça repart. Le problème, c'est que ces crises, toujours, elles mettent quand même quelques millions d'années à repartir. C'est ça qui est difficile à expliquer à nos hommes politiques. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, moi, j'ai le plus beau gisement au monde, il est à Meishan, en Chine. Il est bien instrumenté, on y va régulièrement. C'est Sylvie Crasquin du Muséum pour la France qui travaille là-bas, mais il y a beaucoup d'équipes internationales. On a la chance d'avoir une série complète. C'est fabuleux, hein. C'est une falaise qui paraît banale. Hein. Mais là, on a la fin de l'ère primaire, et là, on a le début de l'ère secondaire. Et donc, on va affiner la limite pour voir exactement le moment de la crise, il y a 252,6 millions d'années. Alors ici, bon, vu de loin, c'est magnifique. On dit c'est très beau, on voit les gisements d'eau, c'est merveilleux. Vu de près, c'est assez flou quand même, hein, parce que là, les Chinois nous montraient effectivement la limite précise au centimètre près. Un centimètre, ça peut être 1,5 million d'années. Il faut quand même, rendez-vous compte, par exemple, pour qu'on se mette d'accord au niveau des géologues et des paléontologues sur vraiment 252,6, il a fallu un vote. Alors ça, pour des scientifiques, quand même, sur la qualité scientifique du débat, mais ça, c'est Homo sapiens. Hein. On s'est mis d'accord par un vote pour dire oui, on pense effectivement que la limite, elle est là. Donc, vu de loin, c'est très intéressant. Je ne veux pas minimiser l'intérêt de ce gisement. Vu de près, ce n'est pas si simple que ça. On travaille beaucoup là-dessus. Et la définition, c'est que le secondaire démarre avec une nouvelle espèce qui apparaît, qui s'appelle Indéolus parvus, qui est un petit conodonte. Les conodontes, ça laisse des petites mâchoires avec des petites dents, donc ça se fossilise bien. Il y en avait avant, il y en avait après. Et il y a un nouveau qui apparaît à ce moment-là. Ça déclenche le démarrage théorique de l'ère secondaire et donc, bien sûr, après, des grands reptiles. Alors, les ammonites. On s'était dit, c'est long à cicatriser. Il y avait beaucoup d'ammonites avant. Ces grands céphalopodes, hein, famille des sèches et des calmars, vous les connaissez bien un peu partout. Il y en avait beaucoup durant l'ère primaire. Elles prennent un coup terrible au moment de la crise pétée et repartent avec un seul genre, Ceratites, qui va se diversifier. Troisième crise, la quatrième, celle de Crétacé-Tertiaire, c'est foutu là, elles disparaissent définitivement. Elles en auront supporté 1, 2 ou 3. À celle entre le Crétacé-Tertiaire, là, elles vont partir. Et on a regardé, effectivement, on a travaillé dans 67 régions différentes,
25 intervalles de temps, 860 genres, c'est un vrai boulot, très fort scientifiquement, 10 000 nouveaux spécimens examinés. C'est une équipe française qui a fait ça, à l'université de Dijon, en Bourgogne, sur les ammonites du monde entier. Et il conclut que le changement de rythme est vraiment radical et que la vie va rebondir. Et là, on a un espoir par rapport à ce qu'on avait vu ailleurs, parce que regardez, 1 million d'années après, ça, c'est pas une crise, ça. Ça vous montre effectivement énormément de choses. Donc ça peut aller plus vite, ça, cet agissement en Chine du Sud sur lequel on travaille. Il y a 30 genres différents, des dizaines d'espèces qui ont été travaillées. Le papier dans Nature, dans Science, s'appelle Good Genes and Good Luck. Donc les ammonites, là, pour elles, ont réussi. Alors que les oursins ont mis beaucoup plus de temps. Les oursins ont mis... Mais il ne restait plus que deux espèces du même genre d'oursins. Ils ont vraiment failli passer à la trappe. C'est le rat du système et ça va repartir. Alors voilà, ça c'est les cératites. Les voilà durant l'ère primaire, très bien développés. Ça c'est les genres, il y avait plus de 70 genres différents. Ça c'est un quasiment ici au PT. Et puis ça repart, mais beaucoup plus rapidement que d'autres. Ça va repartir très très vite ici. Et elles vont donner toutes les ammonites de la suite. Malheureusement, au troisième coup du Crétacé tertiaire, là c'est fini, on ne peut pas à chaque coup réussir. Ça disparaîtra. Et les ammonites sont de très beaux fossiles pour faire ça, bien sûr. Donc du marin. Alors les oursins, c'était plus difficile. Là, est-ce qu'ils ont réussi à s'adapter? D'abord, on se rend compte qu'ils ont vraiment failli disparaître. Il ne reste qu'un seul genre, Nocidaris, très particulier comme oursin. 2 espèces passent du Permien. Il y avait 500 espèces avant d'oursins ici. 2 passent, puis alors 10, 80, il faudra 10 millions d'années pour que les oursins puissent effectivement se réorganiser. 23 millions d'années, 50 millions d'années pour qu'on voit les oursins se réinstaller. Et 700 aujourd'hui. Donc vous voyez que chaque groupe est différent, bien sûr, et va réagir différemment à la crise qui est effectivement extrêmement violente. Alors ça, c'est donc, pour terminer sur ces aires de crise, une crise, c'est long. La crise Permien-Trias, il y a eu des crises antérieures ordoviciens, dévoniens. Tout à l'heure, on a vu une image ici des fonds marins. Ici, on est sur celle qu'on vient de voir à l'instant. Ceci a été créé par un énorme volcanisme, bien sûr, en Inde, qui ici, pour la crise suivante, la 5e, 65 millions d'années. Ici, on a 235 millions d'années. C'est la reprise du vivant, ici, après la crise PT. Ça, c'est la crise qu'on connaît le mieux, celle qui a fait disparaître les dinosaures, dit-on, il y a 65,5 millions d'années. C'est des gisements indiens gigantesques de strates qui vous montrent. En plus, c'était énorme, parce que quand les volcans crachent à ce niveau-là, c'est plein de gaz. Donc, lorsque ceci se refroidit, vous perdez énormément de volume. Et vous avez des kilomètres, vous imaginez les traces de volcanisme du Décan qui ont affecté la totalité de la planète. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit aussi, le système qui a affecté la crise PT, c'était des énormes épanchements volcaniques en Sibérie, dans la Sibérie actuelle, les trappes de Sibérie, les trappes du Décan ici. Alors après, écoutez, il va se passer plein de choses. Là, par exemple, durant l'ère secondaire, des petites crises moins connues. Ça, c'est la séparation Trias-Jurassique, où des bestioles effectivement assez impressionnantes qui existaient. Certaines vont réussir effectivement à s'en sortir, d'autres pas beaucoup. Regardez la carte du monde à l'époque. Ça, c'est Londres, et ça, c'est Paris. Alors, quand vous mettez Paris sur ces cartes particulières, vous imaginez un peu ce que c'est. Absolument rien à voir avec la cartographie d'aujourd'hui. On fait des paléocartes, bien sûr, c'est intéressant. Le climat on était sur l'équateur, tout à fait différent. Et ce genre de bestiole dominait effectivement la planète. Et lui, il ne passera pas le système, il ne passera pas du Trias au Jurassique. Les crocodiles vont s'en sortir assez bien. Les crocodiles sont intéressants, ils sont contemporains des premiers dinosaures, ils sont toujours là. Aujourd'hui, il y a 22 espèces de crocodiles sur la Terre, ils sont toujours là, avec une physiologie très particulière. C'est vraiment des bêtes antédiluviennes extraordinaires, les crocodiles, très menacés bien sûr aujourd'hui, évidemment un peu partout. On pollue les rivières, on les tue, on fait des chaussures avec. C'est des bestioles qui racontent une histoire de 200 millions d'années. Eux, ils ont passé la crise Crétacé-Tertiaire, pas les dinosaures. Alors, les faunes changent, ça c'est une faune donc bien sûr au Jurassique, au Crétacé et puis au Tertiaire. Là, ça change radicalement, tous ces grands reptiles là disparaissent, et c'est l'ère des mammifères. Il y en avait avant, les mammifères sont contemporains en fait des grands dinosaures. Et souvent, je pose la question à mes collègues paléontologues, mais quelle était la taille des plus grands mammifères à l'époque de ces monstres dinosaures qu'on a vus là? Allez, c'était au maximum un chat, au plus gros. Petit, vous imaginez un cheval à cette époque-là, il était bouffé tout de suite, de toute façon. Il n'a aucune chance d'en sortir. Donc, et après, par contre, il y a eu des explosions des rhinocéros. Par exemple, on trouve en Turquie l'an dernier un rhinocéros, mais incroyable. Il était haut comme le plafond de la pièce au bout, là, un énorme rhinocéros. Ils sont partis aujourd'hui, bien sûr. Il y a à peu près 50 millions d'années, à peu près, 60. Après, donc, la crise que j'évoque pour terminer ici. Alors, la question qu'on pose maintenant, alors oui, pour terminer sur la crise KT, j'en parle pas beaucoup étrangement parce que
Nous, on n'est pas très convaincus. Hein. Au muséum, bon, tout le monde parle des dinosaures. Il y a eu un impact de météorite au Mexique, ça c'est clair. Il y a quand même 2 prix de Nobel. Hein. Alvarez, père et fils, ont le prix Nobel quand ils découvrent la couche d'iridium qui est sur toute la planète. C'est vrai qu'il y a l'iridium au même moment en Italie, au Mexique, en France, en Asie du Sud-Est. Donc il s'est passé un événement global. L'iridium est un matériau extraterrestre. Donc il est bien tombé une météorite sur la Terre. Mais nous, il nous manque au moins déjà 70% des dinosaures avant l'impact de la météorite. Et toujours pareil, il y en a quelques-uns qui passent la crise. On a même quelques ammonites après la crise. Allez, 10 000 ans, parce que ça ne s'éteint pas comme ça de jour au lendemain. Hein. Mais bon, globalement, il s'est passé un événement important, mais qui est compliqué, parce qu'en fait, par exemple, les tortues se sont très bien sorties, les crocodiles aussi, les poissons d'eau ne sont pas changés. Donc c'est très discutable, cette histoire de la crise KT. Les dinosauriens étaient bien fragilisés avant. Il s'est passé quelque chose, c'est absolument certain. Il y a 65,5 millions d'années. Et je vous ai dit, avant, il y a une crise tous les 10 millions d'années. Ça fait 65, maintenant, on attend la prochaine. Hein. C'est une vraie question qu'on se pose, bien sûr. Hein. Mais bien avant la crise, je crois que je crains plutôt l'activité d'Homo sapiens bien plus que l'impact de la météorite géante aujourd'hui. Donc, question qu'on se pose, c'est la galerie des animaux disparus au muséum, où on conserve ces animaux, justement, qui ne sont plus là aujourd'hui. Certains éteints il y a très longtemps, d'autres très récemment. Il y a des bêtes qui sont éteintes. Le dauphin du Yangtze-Kiang, le Beiji, en 2007, c'est hier, Chine Nouvelle annonce disparition du Beiji. Et je suis allé personnellement faire une campagne à Wuhan avec mes collègues chinois il y a 2 ans. Donc on faisait des campagnes acoustiques parce qu'ils répondaient aux faisceaux d'eau solaire, les Beiji avant. Aucun n'a répondu. Il est parti dans l'indifférence générale. On me dit, bon, on s'en fout, ton dauphin du Yangtze-Kiang, de toute façon, il n'est pas chez nous. Attendez, le Yangtze, je ne sais pas si vous y allez un jour, vous verrez, c'est infâme. Hein. Vous mettez votre main dans l'eau, vous ne voyez plus vos doigts. Ses yeux ne servaient à rien du tout. Il avait la plus belle écolocalisation jamais inventée par un être vivant. Il est parti. On aurait pu en tirer des choses extraordinaires pour la bioinspiration, le biomimétisme. Je cher ici aussi aux scientifiques du collège. Il est parti. Et puis on a le bouquetin ibérique des Pyrénées. Il est parti il y a 20 ans. Le colloque de Valdron, un petit singe, et les crapauds du Costa Rica. C'est hier tout ça. Le roc, c'est 1730 et quelques. Ils sont partis. Alors maintenant, on veut les bricoler maintenant. Ah bon. Alors, sur le roc, on a refait un roc à partir de vaches ancestrales qui ressemble à un phénotype de roc. Ou alors on me dit, bah, écoutez, on va cloner. L'histoire de la grenouille récemment en Australie disparue à 37 ans. Bon, peut-être qu'on va réussir à avoir une grenouille, mais on va en faire combien? On va les mettre où? Il y avait un papier récemment au Brésil de types qui vous disent, bah, on laisse partir la forêt amazonienne, on s'en fout, parce qu'on va chercher du pétrole, du zinc, du schiste, de l'or, tout ce que vous voulez. Et puis bon, alors on vous clone ce que vous aimez bien. Pas les moustiques, évidemment, on va vous cloner quoi? Le jaguar, vous voulez l'oslo, vous voulez quoi encore? Puis après, il me dit, ah ouais, mais bon, je ne vais quand même pas le laisser dans la nature, donc on va faire des autres clones. Donc, demain, on va vers un système où on aura toute la biodiversité dans des eaux d'espèces qui ne sont pas remarquables, qui ont été remarquées par l'humain. La nature n'a pas fait des espèces intéressantes et qui sont là pour embêter les humains. Hein. Il y a des bestioles. On a remarqué le panda, le tigre, donc tout ça, c'est... On parlera, quand on parlera des relations sciences-ONG à l'avant-dernière séance, on verra justement comment tout ça s'organise. C'est des vraies questions qui sont posées, bien sûr. Hein. En fait, nous, clairement, il faut sauver le vrac. Tout, y compris les moustiques et les puces. Alors évidemment, ça, c'est très discutable. Essayez d'avoir de l'argent si vous défendez la puce des Bermudes. Il vaut mieux défendre le panda ou le tigre, ça, on est bien d'accord. Je serais le premier très très malheureux si effectivement demain les tigres ou le panda disparaissent. Donc ça, c'est intéressant pour regarder. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la structuration actuelle de la biodiversité, écologiquement parlant, est capable de supporter les agressions qu'on lui fait subir aujourd'hui? La vraie question, elle est là aujourd'hui. Et ça, c'est de la pure science. Et je vois aujourd'hui que les scientifiques ont joué un rôle considérable dans la mise en évidence des problèmes que l'on a autour de nous aujourd'hui, en termes d'impact du changement climatique, en termes également, bien sûr, d'impact des pertes de biodiversité, mais on a beaucoup de mal à aller plus loin, en fait. Hein. Et quand des hommes politiques me parlent de conservation, me parlent de restauration, me parlent d'équivalence écologique, je suis très gêné. Hein. La ministre me disait récemment, c'était Delphine Batho encore à l'époque, je pars d'un bon état écologique. Mais je dis, Madame la ministre, je ne sais pas ce qu'est un bon état écologique, j'en sais rien. Je peux voir un système perturbé, hein, c'est tout pollué, il y a des vieux machins partout, les espèces se sont effondrées, mais tout ça c'est très difficile et ça demande vraiment de la recherche fondamentale. Et voilà, dans tout ce concert-là, arrive maintenant donc la partie suivante, arrivent les hominidés. Alors bon, on va partir, Yves Coppens vous a raconté des tas de fois de ces histoires ici dans l'enceinte du collège. Donc le genre Homo, il héberge en Afrique, ça c'est clair maintenant. L'origine africaine, parce qu'on a vu des hypothèses aussi asiatiques, on est tous d'accord maintenant, l'humain est apparu, les humains sont apparus en Afrique.
vers 2, 2,5. Après, qu'est-ce qu'on appelle humain, pas humain? On parle des hominidés, des hominiens, on compare nos proximités génétiques avec les grands singes actuels. Bon, en gros, on part... Alors d'abord, ce n'est pas du tout une ligne comme ça. C'est extrêmement buissonnant, l'évolution des primates hominidés. Ensuite, si vous voulez, heureusement qu'on a des fossiles, hein, parce qu'on a fait des travaux par les horloges moléculaires aussi, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes, ce n'est pas très simple. On part... On quitte l'Afrique, ça c'est très clair, on a vu des passages par le Sinaï, hein. On va quitter l'Afrique pour aller vers l'Europe et vers l'Asie, ça c'est bien documenté. Homo erectus domestique le feu vers 800 000 ans, et là pour moi c'est la première phase essentielle. Hein. Les humains cessent d'être uniquement animaux le jour où on domestique le feu. Le feu a été extraordinaire. Ils parlaient ces gens-là, hein. Imaginez le coin du feu un soir. On se raconte l'histoire du type qui a été piétiné par un rhinocéros l'après-midi, qui est complètement comme une crêpe. Là. On prolonge la longueur du jour, on se chauffe au feu. Le feu permettra à l'humain d'aller dans des zones où il ne serait jamais allé. Tous les 100 000 ans, on avait des crises de glaciation, hein, qui ont fait beaucoup de mal à la biodiversité. Hein. L'humain, en fait, il est venu apporter la goutte d'eau qui fait déborder le vase bien souvent par des disséminations anarchiques d'espèces domestiquées plus tard, par une surexploitation. Et c'est vrai que tout ça mis bout à bout a amené à la situation actuelle qu'on va voir maintenant avec l'agriculture. Néandertaliens, ils s'éteignent vers 27 000 ans. On sait maintenant qu'il y a eu une introgression génétique de génome de Néandertaliens chez les sapiens. Puis une des grandes découvertes quand même de l'anthropologie à la fin du XXe siècle, ça a été la découverte qu'il y a eu plein d'humains qui vivent en même temps sur la Terre. Hein. Sur le gisement d'Atapualca en Espagne, il y a plusieurs espèces qui se succèdent sur 2 millions d'années. Il y a un papier dans Nature cette semaine qui remet ça un peu en état et qui nous dit, en question en disant, finalement, tout ça serait plutôt uniquement des erectus. Antécesseurs, heidelbergensis seraient en fait des erectus. Et puis Sapiens, vers 250 000 ans, 130 000 ans, Sapiens sort en Afrique. Et quand il arrive en Europe, il rencontre un Néandertal qui est déjà là. Et ça, je laisse bien sûr Yves vous le raconter. Ce qui va m'intéresser ici avec vous sur la biodiversité sont les impacts justement avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage. C'est intéressant parce que pendant très longtemps, on s'est posé la question de la poule et de l'œuf en disant voilà. Parce que là, on voit le baby-boom. Hein. Premier événement, on domestique le feu. Très bien. On durcit les épieux de chasse ou de guerre. Hein. On se protège contre les animaux sauvages. Ça, c'est clair. Hein. Ce feu a joué un rôle fondamental. De le garder avec soi, de l'emmener avec soi. On a des traces très claires maintenant de feu allumé par des humains. On sait trouver ça il y a 50 000 ans. Hein. Lui-même met volontiers le feu à la savane en Asie pour épurer un système dans le sens de éviter effectivement les concurrents. Donc ça, c'était le second épisode est intéressant parce qu'il ne reste plus que Sapiens. C'est vers 12 000 ans. Alors, qu'est-ce qui a commencé? Est-ce que c'est l'arrêt du nomadisme et le fait qu'on est devenu sédentaire qui a permis aux femmes de faire beaucoup de bébés? Ou c'est parce qu'on avait commencé à faire beaucoup de bébés qu'on s'arrête? On pense plutôt pour cette solution-là aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a eu une assez importante explosion démographique avant la vraie sédentarisation. Et là, on a des bébés, on s'arrête. On protège beaucoup mieux les femmes, bien entendu. Hein. Ce sont elles qui font les bébés, hein. Ça c'est clair, ça a toujours été comme ça. Hein. Et on arrive à un système où on voit l'organisation sociale complètement changer après la mise en place des premiers villages. Hein. Et c'est là qu'on lance la question, justement, des grands moments, le feu, le baby-boom du néolithique, qu'on va voir maintenant, et enfin, on le verra plus tard, le prochain cours, on verra effectivement l'invention de la machine à vapeur, où là, il va nous falloir du jour au lendemain du charbon et du pétrole. Et tout va basculer, là, tout va basculer. Et ça, pour vous montrer quand même la foi en Homo sapiens, hein, cette image, j'ai eu la chance, hein, parce qu'il y a 2 fois 5 personnes par an, c'est une chance. J'ai pu aller à Chauvet l'an dernier. Il y a 2 ans, maintenant, c'était en avril 2012, ça va faire 2 ans. J'espère y retourner là ce mois-ci. À Chauvet, c'est 2 fois plus vieux que Lascaux, Chauvet. C'est 26 000 et 33 000 ans datation que l'on a sur les charbons de bois. Hein. Eh bien, à Chauvet, vous voyez très bien que l'humain dessinait du dessin animé les chevaux de Chauvet, les lionnes de Chauvet. Voilà Jean-Marie Chauvet. C'était le 19 décembre 1994. Hein, il découvre la grotte Chauvet avec ses 2 amis, Eliette et Christian. Et c'est elle qui va se rendre compte du site parce qu'ils ont fait le tour de la grotte, ils n'ont rien vu. Parce qu'ils ont des petites lampes, ils sont partis. Elle est belle, la grotte Chauvet. Géologiquement, elle est belle. Ce n'est pas qu'une grotte avec des peintures dessus. Donc, ils ont regardé ça, c'est magnifique. Ils n'ont rien vu du tout. Ils ressortent, c'est un dimanche matin. Ils s'assiedent, et là, elle voit 2 traits rouges parallèles sur une stalactite. Et elle dira, ces mots magiques qu'elle m'a raconté, elle me dira, ils sont venus. Ils repartent et ils découvrent les peintures de Chauvet.
des rhinocéros qui a pu à Lascaux, puisqu'ils sont partis entre-temps les rhinocéros à 16 000, hein, et c'est la seule grotte où on a une panthère et une hyène. Donc l'humain est capable de faire ça. À quoi ça sert? C'est là que je me bats avec le monde politique en permanence, qui me disent voilà, il faut garder ce qui sert à quelque chose. Mais j'ai arrêté. L'humain adore faire des choses qui ne servent à rien. Tous les jours, on fait des trucs qui ne servent absolument à rien. Vous en avez vitalement besoin. Hein, pourquoi vous allez grimper la Napurna, vous allez paumer vos doigts et vos oreilles? Ben, vous avez envie de faire ça. Et ça vous plaît, ça vous donne du plaisir et du bonheur. Qu'on arrête de me dire que tout doit être amené à des systèmes utilitaristes. Aujourd'hui, c'est une grave erreur que fait le monde politique de vouloir sauver ce qui sert à quelque chose. En plus, je ne sais absolument pas demain ce qui va servir. Hein. Quand un prix Nobel de médecine est acquis sur l'axone de calmar, avant, on ignorait absolument que le calmar servirait à ça. La molécule clé du cancer, je vous raconterai ça une histoire plus tard, elle est découverte grâce à une étoile de mer. Et c'est un prix Nobel de Timothy Hunt en 2001. Donc tout ça, c'est beaucoup moins d'arrogance, hein, je dis toujours ça. Alors, on va créer donc agriculture et élevage. Et là, tout va changer. On est à l'époque 5 millions d'Homo sapiens sur la Terre. Et là, ça part. Ce travail est publié dans Les Tris il y a 2 mois. Je me souviens pour ma leçon, ça tombe vraiment bien. Novembre 2013, ce papier sort. C'est Nicolas et ses collaborateurs. Il nous montre l'évolution de la population humaine, qui est le vrai débat, avec les émissions de CO2, totalement liées. Et là, il montre les pêches maritimes, qui sont un joli exemple de ce que fait Homo sapiens. Les pêches des années 50 aux années 90, c'était régulier. Depuis 20 ans, ça ne bouge plus du tout. On a de plus en plus de bateaux sophistiqués, de plus en plus de moyens pour détecter les stocks, et on ne pêche pas un poisson de plus. Ils sont de plus en plus petits. Quand on fera l'océan, je vais vous raconter l'histoire des pêches. Elle est dramatique. Et on ne peut même pas dire que ce n'est pas la faute d'Homo sapiens. Hein. C'est totalement lié. Et on peut faire quelque chose. On parle des aires marines protégées ce matin. On peut faire quelque chose pour sauver la pêche. Mais il faut un courage politique et faire respecter ce qu'on veut faire. La pêche, c'est vraiment récupérable. Et là, il nous montre effectivement que cette évolution de la population humaine est complètement liée à la technologie. 3000 ans, on domestique les animaux il y a 10 000, on invente l'arc et la flèche, la roue, les villages, l'irrigation agricole, c'est l'âge du bronze. Les autres métaux, ensuite par la suite, le fer, on fait des chemins et des routes, on invente les moulins à eau, la poudre noire, les moulins à air, la machine à vapeur, et puis les vaccins, le moteur à combustion interne, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, l'ordinateur, et la révolution verte il y a 40 ans. Et tout ça explique l'énorme explosion de la démographie. J'ai vu que la Chine là, va arrêter sa régulation. On disait que le fait que les Chinois aient bloqué à un enfant a évité de faire apparaître sur la Terre environ 450 millions de personnes. Là, ils vont libéraliser ça, ils vont aller à 2 maintenant. Il n'y a qu'eux qui ont réussi, parce qu'on a beau faire tous les discours que l'on veut. Hein. Moi, je vois toujours en ce moment en France, au Japon, on n'a pas assez de bébés. C'est un problème essentiel là, que l'on vit aujourd'hui. Il faut savoir ce qu'on veut dans notre histoire, effectivement. Ça pose des problèmes démographiques et sociaux extrêmement importants. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à grandir. 7 milliards, peut-être 9, on sera à l'asymptote. C'est déjà beaucoup, 9 milliards. Hein. Alors, on invente l'agriculture. Alors, l'agriculture a été une fabuleuse histoire de biodiversité. L'humain va la créer pour la première fois. Il va élever des plantes sauvages. Au départ, il y a une totale communication entre les plantes sauvages et les plantes d'intérêt agronomique. Tout ça est mélangé. Il y a des flux de gènes extrêmement intéressants qu'on a bien travaillés. Alors, vous avez des plantes. Alors, c'est le blé, le riz, le maïs dans le Nouveau Monde, le petit pois, la banane, le raisin, et puis des pommes de terre, des pommes et des tomates, et puis les animaux, hein, les animaux domestiques. Je vous ai mis le ver à soie, ça vous les connaissez tous, hein, ça part. Et c'est intéressant de regarder ça parce que biodiversité, 2 millions d'espèces connues. Combien on en élève? Vous en mangez combien de viande? 6. Sur 2 millions d'espèces, l'humain a choisi de sélectionner quelques espèces. Je parle des terrestres, hein, on verra que c'est différent pour les milieux aquatiques après. On mange tous la même chose, de la vache, du cochon, du poulet, de moins en moins de cheval. On ne mange pas de chat et de chien, ça dépend des pays. Hein. Et puis des ovins et des caprins. Hein. Donc ça, c'est déjà intéressant. On a mis en évidence une biodiversité qu'on a utilisée, qu'on va faire varier, qu'on va augmenter pour nos propres usages. L'humain crée la biodiversité. On passe du prédateur nomade à l'agriculture sédentaire. Il y a un réchauffement global qui accompagne tout ça. Ça a été extrêmement important. Il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait pas pu faire ça. Vers 20 000 ans, déjà, les glaciations vont commencer à freiner. Il y en a une dernière à 10 000. Et puis après, bien sûr, vers 8 000 ans, tout va se réchauffer. Ça va permettre effectivement à l'humain d'être dans des conditions considérablement différentes par rapport à ce qu'il y avait avant. Il ne reste plus que Sapiens. Ça démarre au Proche-Orient. Après, un petit peu partout dans le monde. Hein. Orge et blé au Moyen-Orient. Courges, tomates, piments, maïs et haricots dans le Nouveau Monde.
Pommes de terre et fraises aussi dans le Nouveau Monde du Sud. Ça, c'est le Mexique, ça, c'est le Pérou. Soja et riz en Asie. On va commencer à sélectionner la biodiversité. Hein, on va l'utiliser pour nos propres besoins. Ces plantes sauvages poussent vraiment avec les domestiqués et c'est qu'au XIXe siècle vraiment qu'on commence à sélectionner, à faire de la vraie sélection génétique, familiale au départ, hein, pour amener à des cultivars, des phénotypes d'intérêt agronomique. Et vous verrez que ce n'est pas sans danger, bien sûr, aujourd'hui. Si on veut tous cultiver sur toute la Terre les mêmes variétés, on voit la catastrophe là. Il faut garder ces variétés. Au Pérou, il y a un centre sur la pomme de terre, il y a 7 espèces et plus de 5000 variétés de pommes de terre. Sur le riz, quand la grave pathologie démarre en Inde, il y a quoi? Il y a 7-8 ans, c'est en 87, en 2007, hein, il faudra tester presque 3000 riz différents pour trouver la parade, effectivement, à l'agresseur. Donc gardons cette diversité, hein, et pas dans des graines au Svalbard, ça n'a pas de sens. Hein. La révolution verte, effectivement, et les famines qui vont s'arrêter, n'empêche que quand on uniforme trop, je vous renvoie en Irlande en 1945, le mildiou de la pomme de terre est introduit, 1 million de morts, parce qu'on n'a que la même variété. Il faudra aller récupérer des patates perdues, paumées, qui sont résistantes au mildiou, pour qu'on puisse relancer aujourd'hui l'activité. Question agricole, je vais finir là-dessus. La rouille noire sur les blés durs aux USA en 1953, c'était terrible, il a fallu qu'on travaille sur de la génétique très sophistiquée pour s'en sortir. Cette helminthosporiose aux USA en 1970 sur le maïs, elle avançait de 80 km par jour. Hein. Les paysans voyaient avancer en fait la pathologie sur les champs. C'était horrible absolument, hein, parce que le pathogène ciblait existait grâce à un gène qui s'appelle Texas qu'il a fallu éliminer. Le nanisme du riz en Inde et en Indonésie, il a fallu tester 6300 variétés de riz pour s'en sortir. Aujourd'hui, ce riz-là, hybridé, c'est 100 000 km² de rizière en Asie. Hein. Vous voyez que tout ça, c'est vraiment une vraie lutte contre les systèmes. Alors, en plus des plantes qui se mangent, comme le maïs, par exemple, le riz ou la pomme de terre, bien, maintenant, on fait des plants pour des raisons qui ne sont pas du tout alimentaires, hein, ornementales ou pour de l'industrie. Hein. Des fibres, des médicaments, des stimulants, des colorants, des peintures, du bois, des plantes ornementales, des plantes aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec les variétés sauvages, bien sûr. Hein. Donc, méfions-nous de ceci. N'allons pas trop loin dans l'autre sens, ne vivons pas sur quelques sélections très particulières qu'on veut universaliser et mettre partout. Ça, c'est un grave danger de l'agriculture actuelle. Je m'arrête là-dessus. Donc, l'avenir agricole, demain, c'est nourrir 9 milliards d'humains, ne pas augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, c'est 1500 millions d'hectares aujourd'hui, ne pas gaspiller l'eau, 80% de l'usage de l'eau potable, c'est l'agriculture aujourd'hui. Pour faire une vache, hein, il faut faire, par kilo de vache, il faut 15 mètres cubes d'eau. Tout simplement. Alors mangez moins de vaches, mangez moins de poissons, et vous serez largement aussi beau. Arrêtez les pesticides dangereux pour la santé, ne pas empoisonner les gens. Le cas de la chlordécone est terrible en ce moment à la Martinique et à la Guadeloupe. Diminuer les engrais, ne pas détruire la biodiversité, en tirer parti, faire une nouvelle agriculture basée sur la biodiversité, ne plus faire de monoculture, faire de la polyculture, faire des produits sains pour le consommateur, et tout ça, c'est bien la vraie recherche fondamentale. Alors là, je vais m'arrêter là-dessus, et on verra donc les aspects élevage la prochaine fois. Merci.